Mesdames et messieurs de la presse, bonjour et bienvenue à l'Institut national de santé publique. Cette conférence de presse est consacrée au rôle joué par l'Institut national de santé publique dans la coordination de la réponse lors de la résurgence de la maladie à virus Ebola à Boulapé, dont la fin a été annoncée officiellement par le ministre de la Santé publique et de la Prévention sociale, Dr Roger Kamba. Je crois que vous avez aussi assisté. Maintenant, pour le cas échéant, notre objectif de cette conférence de presse est d'informer l'opinion publique, de présenter les actions menées par l'Institut national de santé publique et de partager les principaux enseignements tirés de cette expérience. Parce qu'il y a des questions qui restent pendantes par rapport aux stratégies que nous avons, l'INSP a utilisées pour mettre fin à cette épidémie. Et donc, le DG sera là aujourd'hui pour vous répondre par rapport à vos différentes préoccupations. Et les programmes prévoient un mot introductif du DG de l'INSP, présent devant vous, suivi d'un échange avec la presse. Donc, comme il est face à vous, il y aura un échange qui sera juste après son mot introductif. D'entrée de jeu, Monsieur le directeur général de l'INSP, Dr Dieudonné Mwamba, vous avez la parole. Bonjour mesdames et messieurs de la presse. Nous nous retrouvons encore devant vous en ce jour pour ce travail de redevabilité envers nos populations à travers vous, mesdames et messieurs de la presse, pour rendre compte de ce qui a été fait pour le cas d'espèce par rapport à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui, comme vous le savez, est survenue dans la zone de santé de Boulapé, la province du Kasaï, en date du 4 septembre, date à laquelle on a eu à déclarer officiellement cette épidémie par Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Et aussitôt ces déclarations faites, toutes les stratégies de réponse ont été mises en place par l'Institut national de santé publique à travers le COUSP, son centre des opérations d'urgence de santé publique, qui a permis à ce que dans un temps record, nous puissions maîtriser et éradiquer cette 16e épidémie, parce que comme vous le savez encore, c'est en date du 1er décembre 2025 que nous avons eu la déclaration officielle de la fin de cette épidémie. Donc c'est parmi les épidémies des maladies à virus Ebola, l'épidémie qui a été vraiment contrôlée le plus rapidement possible, parce qu'en 6 semaines, partant de la déclaration, nous avions déjà observé la sortie du dernier cas guéri du centre de traitement et que nous avons observé maintenant, selon le protocole en vigueur avec l'OMS, les 42 jours pour nous rassurer que nous n'avons plus eu un nouveau cas confirmé de cette maladie. Et c'est ce qui nous a permis de déclarer la fin de cette épidémie. Alors déjà, il y a cette préoccupation de stratégie. Comme vous le savez, ou à titre de rappel, avec l'avènement de l'Institut national de santé publique et son centre des opérations d'urgence, qui est vraiment le bras armé du ministère de la Santé, de l'Institut national de santé publique, comme structure permanente pour assurer la prévention, la préparation et la réponse à toutes les urgences de santé publique, notamment les épidémies dans notre pays. Ce qui n'a pas été le cas avec les autres épidémies antérieures. Si vous vous rappelez l'épidémie d'Ebola de 2018 à l'est du pays, au Nord Kivu, qui a eu à durer presque 2 ans environ. Vous vous rappellerez l'épidémie de Covid que nous avons eue il y a quelques années, qui a aussi eu à durer plus de 2 ans. Et vous verrez que pour toutes ces grosses épidémies,
dans notre pays, on a eu toujours à mettre des structures ad hoc. Donc, on a eu à prendre par les autorités à mettre des arrêtés, des ordonnances pour créer des structures dédiées à ces urgences-là. On a eu la task force présidentielle lors de la Covid, on a eu lors de l'épidémie d'Ebola de 2018, on a eu le comité multisectoriel, le secrétariat technique, tout cela était des structures ad hoc juste pour gérer ces urgences. Donc il était temps qu'au niveau du ministère de la Santé publique, Hygiène, Prévention sociale, qu'on puisse désormais avoir une structure permanente, pérenne, qui est vraiment en charge de la préparation et de l'organisation de la réponse aux épidémies, aux urgences de santé publique quand cela survient. Donc cela permet d'avoir des équipes aguerries, d'avoir des équipes dédiées vraiment à la préparation et à la réponse aux épidémies, aux urgences de santé publique. C'est justement grâce à cela, et c'est ce qui a été une des raisons de cette réponse rapide au niveau de l'Institut national de santé publique. Parce que juste pour la petite histoire, avant même qu'on puisse déclarer au 4 septembre cette épidémie, dès que nous avons eu l'alerte qu'il y avait des décès au niveau de Boulapé avec une prédominance des signes hémorragiques, notre centre des opérations d'urgence était déjà activé en mode alerte. Et au vu des informations qui nous étaient parvenues du terrain, nous avions déjà décidé de dépêcher une équipe. Donc une équipe avait déjà quitté Kinshasa avant même qu'on puisse déclarer cette épidémie. Donc nous avions notre équipe qui était déjà sur place sur terrain. Et donc au moment où on faisait les prélèvements, donc il a fallu que les échantillons quittent la zone de santé de Boulapé jusqu'à arriver ici à Kinshasa au niveau de l'INRB pour poser le diagnostic. Mais avant, au moment que tout cela se faisait, nos équipes étaient déjà déployées. Donc il y avait déjà les premières mesures qui étaient déjà en train de se mener en termes de sensibiliser la communauté, organiser même l'isolement des patients et identifier déjà les autres cas dans la communauté. Donc tout déjà ce travail était déjà en place et dès qu'on a eu le résultat, la confirmation que c'était Ebola, directement notre centre des opérations d'urgence est passé du mode alerte en mode réponse. Donc la réponse a commencé et les équipes étaient déjà sur terrain, les actions étaient déjà en cours. Donc ce qui est arrivé presque pas dans les autres épidémies antérieures, où il fallait attendre qu'on ait la confirmation, qu'on organise les équipes, qu'on puisse les déployer. Mais par contre, pour cette 16e épidémie, avant même la déclaration, nous avions déjà les équipes qui étaient sur place, à minima. Et dès qu'on a eu la confirmation, on a eu maintenant à déployer, à renforcer ces équipes, à déployer tout l'arsenal de la réponse avec les équipes dédiées sur les différents piliers de la réponse, partant du pilier de la surveillance épidémiologique pour identifier tous les cas, lister tous ces cas, les contacts de ces cas et les suivre journalièrement pendant 21 jours pour se rassurer que qui va présenter les signes de la maladie, comment on isole ces cas qui présentent les signes de la maladie et on les traite. Donc, on a mis en place les différents piliers, comme je le disais, le pilier surveillance, le pilier laboratoire. Et pour le laboratoire, on a déployé, je vous ai dit que le premier cas, la confirmation, l'échantillon a dû arriver ici à Kinshasa, mais tous les autres cas ont été, le diagnostic a été posé sur place à Boulapé. Ce qui a été aussi, qui permettait de détecter rapidement tous les autres cas, parce qu'on a déployé sur le terrain à Boulapé un laboratoire mobile. Donc quand on détectait un cas suspect, on faisait le prélèvement dans
les 24 heures, des fois en moins de 24 heures, on avait déjà les résultats. Donc on savait que c'est un cas positif, on l'isolait, et parce qu'on avait un centre de traitement, Ebola, un CTE, qui était dédié, et on a cheminé ce cas au centre de traitement, et on lui a administré, parce que le traitement approprié, parce que nous avons des molécules appropriées pour soigner maintenant cette maladie, Ebola. Donc nous avons le MAB 114, donc qui est une molécule qu'on a déployée aussi sur terrain et qu'on a administrée aux patients qui présentaient la maladie. Donc cela, c'était aussi une stratégie qui permettait à ce que nous puissions soigner effectivement ces malades sur terrain avec des molécules appropriées. Une autre stratégie aussi, c'était avec le pilier vaccination, parce qu'on a organisé la vaccination effectivement au niveau de Boulapé, parce que quand cette épidémie est survenue, nous avions au pays un stock stratégique. Nous avions encore au pays environ 200 doses de vaccins qui restaient de l'épidémie antérieure, que nous gardions encore, parce qu'il faut toujours avoir un minimum de stock stratégique. Donc les 200 doses qui étaient disponibles au pays au moment où on déclarait cette épidémie, nous les avons aussi rapidement déployées de Kinshasa jusqu'à Boulapé pour commencer déjà à vacciner. Donc on a eu déjà vacciné avec ces premières doses déjà le personnel soignant, parce qu'il fallait protéger le personnel soignant, parce que parmi les premiers décès, on avait eu enregistré des décès des infirmiers. Nous avons perdu 4 personnels soignants, donc il fallait déjà que nous puissions protéger ce personnel soignant, pour nous qui constitue le personnel de première ligne, parce que ce sont les personnels soignants qui sont en première ligne pour soigner les malades. Donc on a eu déjà les vaccinés et à vacciner déjà aussi ceux-là que nous appelons les contacts. Donc toutes les personnes qui étaient en contact avec les malades, nous les avons listés et nous avons organisé cette vaccination de toutes ces personnes contacts, parce que cela permet déjà de casser la chaîne de transmission. Parce que c'est une personne qui est en contact avec un malade et que nous vaccinons déjà rapidement cette personne, donc nous lui évitons déjà de développer la maladie et de contaminer d'autres personnes. Donc ça permettait déjà de casser cette chaîne de transmission. Et on a eu aussi à mobiliser d'autres vaccins, des doses supplémentaires qui ont été déployées jusqu'à vacciner environ près de 47 500 personnes qui ont été vaccinées. Il faut vous rendre compte de l'ampleur du travail. Vacciné dans cette région-là, pas seulement à Boulapé, mais même dans les zones voisines, parce qu'il y avait des personnes contacts qui se déplaçaient par raison de la peur, la stigmatisation. Mais nous avons identifié toutes ces personnes contacts partout où elles allaient, dans les autres villages, les autres zones de santé voisines. Imaginez, on a vacciné jusqu'à Mouéka qui est à 35 km de Boulapé et les zones voisines. Donc, c'est vous dire qu'on a ceinturé assez largement. Donc, on a fait pour la vaccination la stratégie qu'on appelle la stratégie en ceinture. Donc, on a vacciné les contacts des malades, donc les personnes qui étaient en contact avec les malades. Nous avons vacciné les contacts des contacts qu'on a listés et vaccinés. Donc ça, c'est ce que nous appelons la vaccination en ceinture. Donc il fallait ceinturer tous ces cas pour être sûr qu'il n'y a aucun cas qui nous échappe. On a eu aussi à décider d'organiser ce qu'on appelle la vaccination géographique. Donc on a vu aussi, dans certains villages, on a décidé carrément de vacciner tout le village pour nous rassurer qu'on ne laisse personne exposé à cette maladie. On a eu aussi comme stratégie, avec le pilier communication, parce que la communication, elle est très importante, la sensibilisation, donc le pilier CREC, communication de risque et engagement communautaire, qui a eu vraiment à travailler avec la communauté pour que nous puissions avoir l'adhésion de la communauté. Parce que tout ce qu'on pouvait faire comme stratégie que je venais d'évoquer, si on n'avait pas l'adhésion de la communauté, cela allait être difficile. Et heureusement pour nous, pour cette fois-ci, à Boulapé,
vraiment, on a vu cette adhésion de la communauté aux mesures de riposte. Et on a vu l'engagement des chefs traditionnels, parce qu'au niveau de Boulapé et dans la province du Kasaï, on a beaucoup de chefs traditionnels, les Chachengue, comme on les appelle, donc parce que chaque localité a pratiquement un chef traditionnel. Et tous ces chefs ont été sensibilisés, ils ont adhéré, ils ont sensibilisé leur communauté. C'est ainsi qu'on a vu les communautés qui fuyaient à cause de la peur. On a vu les gens revenir, être rassurés par nos équipes et accepter toutes les mesures, toutes les stratégies déployées, notamment la vaccination. C'est ça qui nous a permis d'avoir ce chiffre de vaccinés à peu près plus de 47 000 personnes. C'est parce qu'il y a eu cette adhésion, cette acceptation. Il y a eu les chefs religieux qui ont accepté de communiquer à travers leurs églises respectives, faire passer ce message de sensibilisation. Donc tout cela a permis que nous puissions, avec cette adhésion de la communauté, que dans les meilleurs délais, arriver à contrôler cette épidémie. Et effectivement aussi, c'est l'adhésion aussi et l'implication des autorités politico-administratives au niveau local. C'est l'implication aussi de notre gouvernement, parce que le gouvernement a eu aussi à accepter, à déployer, à mettre de financement adéquat pour qu'ensemble avec nos partenaires qui appuient toujours le ministère, nous puissions assez rapidement mobiliser les ressources nécessaires pour déployer toutes ces activités, toutes ces stratégies sur terrain et nous permettre, dans les meilleurs délais, de juguler et d'éradiquer cette 16e épidémie de la maladie à virus Ebola. Donc, c'est ça un peu l'explication, le narratif qui sous-tend ce contrôle et cette éradication rapide de cette épidémie de la maladie à virus Ebola, la 16e au niveau de notre pays. C'est pas facile parce que quand on va répondre à des urgences, des épidémies d'Ebola et qui surviennent dans des milieux reculés, parce que Boulapé, c'est une zone de santé qui est vraiment une zone de santé rurale, c'est vraiment un milieu rural avec des infrastructures très limitées et même les voies d'accès sont très, très, très limitées parce que c'est 350 km de Chikapa, qui est le chef-lieu de la province du Kasaï. Donc, imaginez-vous pour accéder à cet endroit. Et Mouéka, qui est un peu un grand centre, est à 35 km de Boulapé. Et alors, pour vous faire une idée, 35 km, nos équipes en Jeep, véhicule 4x4, ils mettaient 2h30. 2h30 à 3h de route pour 35 km. Donc, c'est sur des routes très délabrées, des routes en très mauvais état, qui faisaient en sorte que on avait du mal à déployer même toute la logistique, parce que le déploiement de tout ce que je venais de dire, le labo par exemple mobile, il fallait le déployer partant d'ici, Kinshasa, pour aller l'installer au niveau de Boulapé. Donc ça, c'était des difficultés réelles. Vraiment, les difficultés logistiques étaient en termes d'acheminement des intrants. L'autre difficulté, c'était aussi parce que cette épidémie, quand c'est arrivé, à Boulapé, c'était désert. Tout le monde avait fui. L'hôpital même, tout le personnel soignant avait fui l'hôpital. Dans la communauté, les populations avaient fui aussi. Donc, il fallait arriver à remettre la confiance déjà dans le chef du personnel soignant
pour leur dire « vous pouvez revenir dans votre hôpital pour assurer les soins, la prise en charge des malades qui allaient venir ». Donc il fallait déjà les convaincre, et le personnel soignant, mais en leur redonnant confiance pour dire « vous êtes à côté des équipes du niveau central, vous n'êtes plus seul, parce que vous étiez seul, vous avez fui, maintenant qu'il y a les équipes du niveau central qui sont arrivées, donc aux côtés des équipes du niveau central, vous pouvez revenir ». Ils ont été formés, briefés pour maintenant arriver à être impliqués dans cette riposte-là. Donc voilà les difficultés qui étaient là et qui étaient vraiment surtout d'ordre logistique pour acheminer les intrants. On est passé de structures ad hoc aux structures pérennes, notamment l'INSP avec son centre des opérations d'urgence. C'était une bonne décision ou pas? Et ça, la réponse à cette épidémie a pu démontrer qu'on ne s'est pas trompé. Parce que ça fait quand même des économies d'échelle, parce que c'est une structure qui est pérenne, avec du personnel dédié. Donc déjà, ça permet de rationaliser en termes de ressources humaines et de faire des économies, parce que quand vous créez toujours des structures ad hoc, il faut les implémenter, il faut leur donner des moyens, et à chaque fois, c'est comme un perpétuel recommencement. Et maintenant, ici, comme on a une structure qui est pérenne, et ça permet qu'on a du personnel dédié, un staff qui est là, et ça permet de faire des économies. Ça permet aussi de mieux gérer même toutes les ressources, parce qu'au moins, on sait qui est le répondant, comment on peut assurer une bonne coordination et de la réponse et une bonne coordination des intervenants. Parce qu'on a vu dans les autres épidémies, c'est qu'en créant des structures ad hoc, pendant que l'urgence est là, donc ces structures doivent déjà se mettre d'abord elles-mêmes en place parce qu'elles viennent d'être créées, s'organiser, mais en même temps les partenaires qui aussi veulent apporter leur appui, intervenir, et du coup, il n'y a plus... La coordination pose problème. Parce que la structure elle-même, elle est nouvelle, le temps de se mettre en place, de mettre les mécanismes de coordination, ça pose beaucoup de problèmes. Mais ici, on a vu, et même les partenaires l'ont reconnu, parce qu'on a mis en place un mécanisme d'accréditation. Aucun partenaire, aucune ONG ne pouvait aller à Boulapé sans que nous puissions, ici à partir de Kinshasa, au niveau de l'INSP, lui donner une note d'accréditation qui lui permet, quand il arrive, parce que nous avions notre incident manager qui est sur terrain, dans le cadre du système de gestion de l'incident, et toutes les organisations devaient avoir cette note d'accréditation pour dire vous allez intervenir dans cette épidémie, avec quel budget, avec combien de personnel, pour quelle période et pour aller faire quoi. Donc ceci permettait que nous puissions avoir un œil regardant sur toutes ces interventions des partenaires qui nous permettaient aussi d'avoir une coordination très efficace de cette réponse. Voilà vraiment le bénéfice d'avoir une structure pérenne. Le One Health, oui, parce qu'au niveau du système de gestion de l'incident, on a eu aussi à impliquer non seulement le secteur de la santé, mais on a travaillé avec les collègues du secteur de pêche et élevage, du secteur de l'environnement, qui ont fait partie de cette riposte. Et c'est devenu de plus en plus, c'est une tradition, une approche que nous implémentons, que désormais dans la plupart de nos réponses aux épidémies, surtout quand il s'agit des zoonoses. Parce que quand c'est une zoonose, donc c'est des maladies qui proviennent toujours des animaux pour atteindre l'homme. Et là, nous allons toujours travailler avec les autres secteurs, notamment les secteurs qui sont concernés par ces zoonoses-là dans le cadre de One Health. Effectivement, dans le cadre de la couverture santé universelle, il y a 6 établissements, dont le nôtre, l'Institut national de santé publique, l'INSP, que nous dirigeons. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chacun de ces 6 établissements, chacun a un mandat précis et un rôle précis. Donc, vous ne verrez pas, à chaque crise, tous les 6 établissements doivent se déployer parce que, non, parce que chacun des 6 établissements a son mandat.
Et nous, Institut national de santé publique, le but d'assurer efficacement, on doit assurer efficacement la prévention, la détection et la riposte contre les épidémies et les autres urgences sanitaires. Donc ça, c'est vraiment notre mandat. C'est-à-dire quand il y a une épidémie, une urgence sanitaire, c'est à l'Institut national de santé publique d'être en première ligne. Vraiment d'être en première ligne. Les autres établissements peuvent nous apporter de l'appui aux besoins, mais c'est l'INSP qui est en première ligne avec son centre des opérations d'urgence, le COUSP. Alors, contrairement à ce qui se faisait peut-être dans les autres épidémies, où quand on arrive à contrôler, à déclarer la fin de l'épidémie, on dit merci, tout le monde ferme ses affaires et on quitte, l'affaire s'arrête là. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Donc, à Boulapé, nous avons un plan de résilience pour dire comment, après cette urgence, nous allons renforcer le système de santé. Parce que, effectivement, notre système de santé montre encore des faiblesses, des lacunes, et comment, dans ce milieu-là, où il y a eu cette épidémie, après avoir contrôlé l'épidémie, maîtrisé cette épidémie, comment maintenant nous allons rendre le système fort là-bas, comment nous le rendons résilient, pour que si demain il y a encore une épidémie, et on ne soit pas toujours obligé d'aller toujours du niveau central vers les personnels qui partent de Kinshasa, mais qu'eux-mêmes soient capables. Donc, il y a un plan de résilience de 90 jours qui est élaboré pour que nous puissions, pendant ces 90 jours, renforcer le système. Ça veut dire quoi, renforcer le système? C'est que nous rassurer que nous pouvons maintenant mettre en place des capacités au niveau de la province, au niveau de la zone de santé. C'est quoi mettre les capacités? C'est faire de la formation. Donc maintenant, nous allons organiser des formations beaucoup plus structurées. Nous rassurer que nous avons des équipes d'intervention rapide. Parce que quand on dit nous déployons, ce sont les équipes d'intervention rapide qui partent de Kinshasa pour aller intervenir dans ces provinces-là. Mais nous devons maintenant laisser des capacités en place, donc nous rassurer qu'au niveau de la zone de santé, au niveau de la province du Kasaï, nous avons des équipes d'intervention rapide formées, dotées avec des équipements et qui sont en place, ces équipes. Donc, qui dit encore renforcement du système, c'est nous devons nous rassurer que nous allons prépositionner des intrants qui doivent être sur place. Là, par exemple, à Boulapé, quand il y a eu cette épidémie, ils n'avaient aucun véhicule. Donc, quand il fallait même déployer les équipes, il n'y avait aucun. On a dû faire déplacer des véhicules de Kinshasa par route jusqu'à faire arriver ça à Boulapé. Mais à la fin de cette épidémie, on a dit on ne va pas tout ramener, tous ces engins qui étaient là-bas sur Kinshasa. On a laissé déjà dans un premier temps une ambulance sur place. On a laissé un autre véhicule 4x4 pour que déjà les équipes locales puissent continuer à faire le travail. Ça, c'est déjà des choses qui rentrent dans le renforcement du système à travers cette résilience. Nous avons prévu de mettre aussi en place des capacités de diagnostic. Donc, nous allons construire et réaménager le laboratoire de Boulapé, l'équiper. Donc, ça, c'est des choses qui vont se faire dans les 90 jours. Ici, on a constaté qu'il y avait, en termes de problèmes d'hygiène, hygiène hospitalière, au niveau de l'hôpital, qu'il n'y avait pas de l'eau. On a fait une adduction d'eau au niveau de Boulapé. Il y a maintenant l'eau qui coule au niveau de l'hôpital général de Boulapé, l'eau courante. Donc, le personnel, les malades ont accès à l'eau. Et on a prévu, non seulement au niveau de l'hôpital, mais dans tous les autres centres de santé, il faut qu'il y ait aussi ce système d'adduction d'eau. Donc, tout cela, c'est quoi? C'est ça la vie après à Boulapé. Donc, c'est continuer à mettre toutes ces capacités en place pour que nous puissions rendre notre système de santé résilient. Donc, on va réhabiliter l'hôpital. L'hôpital de Boulapé va être réhabilité. On a prévu même construire des centres des maladies infectieuses.
Parce que qu'est-ce qu'on a constaté à Boulapé qui a été arrivé? La première dame qui avait la maladie, et qui avait Ebola, quand elle est arrivée au niveau de l'hôpital, à l'hôpital, on ne savait pas où la mettre. Hein? Alors, comme elle était enceinte, directement, pour eux, ils sont allés la mettre dans le pavillon de la maternité, sans se rendre compte que c'était un cas qu'il fallait isoler. Donc, c'est un cas qu'il fallait isoler, mais comme ils n'avaient pas un endroit prévu pour isoler des cas qui arrivent comme ça, ils sont allés mettre cette dame juste tout bonnement au niveau de la maternité, où elle a eu à contaminer d'autres dames, alors que s'ils avaient un endroit prévu pour isoler des cas comme ça, ils allaient le faire. Donc, on a prévu aussi construire des centres qu'on appelle, nous, des unités de maladies infectieuses, parce que l'idée, ce n'est pas seulement Ebola, mais c'était Ebola aujourd'hui, mais demain, nous pouvons avoir une autre maladie qui se contamine aussi, qui est contagieuse. Donc, il faut qu'on ait des dispositifs dans nos hôpitaux où, quand ils ont un cas d'une maladie contagieuse, une épidémie, c'est déjà un endroit prévu où ils peuvent mettre ces cas-là. Donc, le projet, c'est de mettre en place vraiment des unités des maladies infectieuses où on peut isoler tous ces cas des épidémies, des maladies qui sont vraiment contagieuses. Et ça, on va le faire à Boulapé, au Kasaï, et même dans les provinces voisines, au niveau du Kasaï central, au niveau du Sankourou, et même à l'Équateur, on a prévu faire ces unités de maladies infectieuses. Donc voilà, la vie à Boulapé, donc la vie a repris, les gens, cette intervention, ça a redonné vraiment la confiance à la population. Donc, la population est revenue, elle vague à ses occupations, mais maintenant c'est avec le plan de résilience où nous allons vraiment renforcer notre système de santé pour les 3 prochains mois, mais après nous allons le poursuivre parce qu'on est déjà conscient qu'on ne pourra pas tout faire dans les 3 mois. 3 mois, ce n'est pas si long que ça, donc nous prévoyons qu'au-delà de 3 mois, poursuivre sur une année avec tout ce projet de renforcement du système et de résilience. Nous sommes pendant la période festive, c'est l'occasion de vous remercier déjà, remercier mesdames et messieurs de la presse que vous êtes pour l'intérêt que vous accordez à ces questions de santé publique, parce que venir échanger sur les épidémies, c'est, je trouve, quelque chose de très pertinent. Connaître, avoir l'information pour savoir comment vulgariser cela et comment diffuser ces messages de sensibilisation, passer la bonne information et qui sauve de vie, c'est très important. Donc, comme l'occasion fait le larron, vous présentez aussi les vœux de succès, de bonheur, de santé pour la nouvelle année qui pointe à l'horizon. Je dis, je vous remercie. Merci. Merci.